Bonjour chers amis d'Elam TV, bienvenue sur la chaîne de la diaspora pour un débat entre jeunes de la diaspora togolaise. Ce débat a été organisé par Elam TV en partenariat avec le forum ou la plateforme sur Facebook Polémiquement Votre de l'Alia Tupou. Nous organisons ce débat pour discuter un peu de la situation du Togo, de ce que la diaspora peut vraiment faire pour que notre pays puisse évoluer. Nous essaierons de survoler plein de sujets. Je vais vous présenter mes invités aujourd'hui. À ma gauche, vous avez Monsieur Tido. Bonjour à tous, je m'appelle Tido Selomadokou. Je suis étudiant en Master 1 de droit à Bordeaux 4. Je suis âgé de 23 ans, donc je suis invité sur le plateau d'Elam TV pour débattre de la jeunesse togolaise avec mes frères et compatriotes ici présents. Merci. Monsieur Rodney. Alors bonjour à tous, moi c'est Rodney Atipoué. Comme l'a dit Tido, j'ai été invité par Elam TV et sans oublier Delaga Tupou qui était à l'origine de ce premier débat pour discuter entre autres de tout ce qui est politique, économie et tout ce qui concerne le Togo en général. Merci monsieur. Monsieur Mablé. Moi c'est Mablé Kodjo Elliott, je suis togolais. Je suis là pour le débat, parler du Togo et de l'Afrique et de l'avenir. Merci. Bonjour, Joël Viana, je suis le président de l'association Diaspora Togolaise en France. Merci. Merci. Nous allons commencer. Nous tenons aussi à remercier le restaurant Au Brésil d'Or. Au Brésil d'Or qui est un restaurant africain et surtout un restaurant togolais et qui nous a permis, qui nous a laissé ce cadre. Nous remercions sincèrement Madame Mamaline, comme nous l'appelons tous, pour nous avoir permis de faire ce débat. Nous savons très bien que la diaspora joue un rôle très très important dans le développement du Togo, ne serait-ce que, en tout cas, dans cette capacité à soutenir sur le terrain ou dans nos familles pour qu'ils puissent affronter le quotidien. Et on a l'impression en fait que la diaspora devient juste excusez-moi le terme, mais une vache à lait. On veut tirer le maximum de lait de la vache et à un moment donné on se dit on n'est pas là, que la diaspora n'est pas là que pour envoyer de l'argent au pays. Elle veut contribuer à la renaissance de ce pays, à faire développer ce pays. Est-ce que vous pensez que la diaspora peut apporter quelque chose à notre pays et si elle peut apporter quelque chose, qu'est-ce qu'elle peut faire pour développer le Togo? En fait, moi je pense que la diaspora elle-même ne sait pas le poids économique qu'elle a ou l'impact qu'elle peut avoir sur l'économie togolaise aujourd'hui. Chaque année, la diaspora envoie plus de 15 milliards de francs CFA qui rentrent dans la consommation directe. Ce qui veut dire que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on envoie de l'argent à nos familles pour qu'ils puissent subvenir aux besoins de tous les jours. Mais imaginez, 15 milliards de francs CFA par an. Qu'est-ce que ça peut amener? Quel est le poids que ça peut amener sur le plan économique du pays? Vous imaginez cela? Moi, je prends l'exemple de la dette intérieure. La dette intérieure du Togo s'élève à 397 milliards de francs CFA. Mais le gouvernement en place à l'époque, juste après l'APG, a décidé de s'occuper de la dette extérieure en oubliant la dette intérieure. Mais si c'est qu'elle s'était occupée de la dette intérieure à l'époque, les sociétés privées allaient rapporter dans les caisses de l'État environ la même somme, les 15 milliards. Les 15 milliards, c'est environ à quoi? À rétablir les infrastructures de santé, les écoles, les routes et tout ça. Donc aujourd'hui, moi, le message que je peux lancer à la diaspora, c'est d'être en phase avec le côté économique du pays. De laisser tomber un tout petit peu tout ce qui se raconte, que voilà, quand on y va, les choses ne vont pas se passer comme il faut. Mais il faut que, si on veut vraiment que les choses avancent dans le pays, il faut qu'on fasse un bloc. Mais par rapport à ce qui se raconte, c'est vrai que nous sommes tous Togolais. Et nous savons très bien qu'au pays, à un moment donné, quand tu veux investir ou que tu veux faire des choses, il faut avoir, comme on le dit, le bras long. Est-ce que, c'est-à-dire que, oui, tout le monde on a l'impression que la diaspora a envie d'investir,
Mais les gens ont cette peur-là parce qu'il y a des réalités qui les mettent en face de cela. Oui, mais c'est évident. Il y a ces réalités qui existent aujourd'hui au Togo. Hein. Il y a plusieurs personnes qui ont eu cette mauvaise expérience. Et moi, je dis que si la diaspora veut avoir un impact sur l'économie togolaise, il faut qu'elle y ait en un bloc, en une seule personne, pas encore dispersée, pas à l'image de ce qu'on voit dans l'opposition aujourd'hui. Il faut que nous, dans la diaspora, on laisse de côté tous nos clivages et tous nos problèmes et qu'on se lève en une seule personne et dire que voilà, ça suffit. On a envie de faire quelque chose pour le pays, on y va en un seul bloc, on discute, on s'assoit, comme on l'a fait aujourd'hui, là. On met sur table des projets et on y va en une seule personne. Et vous allez voir que le rapport de force sera différent. Mais pour l'instant, on ne se fait pas confiance, on se tire les balles dans les jambes, raison pour laquelle on stagne et on a besoin de stand-by. Il faut que la diaspora se lève en un seul bloc pour pouvoir avoir un rapport de force avec tout ce qui se passe localement au pays. Investir au Togo. Bien sûr, on s'investit déjà. Vous venez de donner un chiffre. C'est plus fort que ça d'ailleurs. Mais je veux vous dire un truc. Moi, pour moi, quand je prends ma famille, par exemple, quand je dis, bon, on va rentrer à Lomé, les premières questions qu'on me pose, je n'arrive pas à y répondre. C'est la santé. C'est l'éducation des enfants. C'est le train-train quotidien. Si on n'a pas le bras long, comme tu le dis, on n'arrive pas vite à rentrer dans un système. Tiens, si vous voulez créer une entreprise au Togo, il vous faut plus d'une semaine. Alors qu'ici, parce qu'on est ici, on a appris des trucs. Vous savez, le fait de regarder les JT, de voir les trucs, on apprend et on acquiert des choses. Pour moi, c'est inconcevable d'aller à Lomé, d'apporter mon argent, je veux investir, et qu'on me fasse chier, excusez-moi le terme, pour des histoires de timbre, oui, va là, on va là, va... C'est décourageant. C'est le problème de l'administration qui est trop lourde et tout ça. Il y a tous ces trucs-là, et quand tu arrives à t'implanter, je touche du bois, quand vous avez un petit problème, le droit n'est jamais dit au Togo. Ça, c'est le gros problème du Togo, le droit. Tant que le droit ne sera pas dit au Togo, moi, Kodjo, je n'irai pas, quand je dis je n'irai pas, ça ne veut pas dire que le plaisir ou l'envie d'y aller, je ne l'ai pas. D'accord, on a compris. Donc vous, pour la diaspora, toi, elle veut y aller, mais il faut certaines conditions soient réunies. Il faut des préalables et il faut que, vous savez, il faut qu'on nous incite. Nous, l'envie y est déjà. Il faudrait qu'on nous donne les outils pour qu'on puisse y aller. Merci. Oui, moi je pense que sur ce point, effectivement, durant les dernières années, depuis la venue au pouvoir de M. Faure Gnassingbé, nous avons quand même eu au niveau des associations de la diaspora des discussions avec les autorités togolaises à ce sujet-là, qui a vraiment la motivation. Il y a beaucoup de gens qui veulent aller investir au Togo, mais qu'il faut un préalable, il faut un certain nombre de conditions. Et on a eu plusieurs entretiens à ce sujet, on a eu quand même... fourni beaucoup d'éléments, mais la volonté politique de la part des autorités togolaises n'existe pas. Parce que comme l'a dit Rodney, la diaspora doit se présenter comme un seul homme pour pouvoir effectivement avoir un poids en face des autorités togolaises. Parce que eux, ils jouent sur nos divisions. Ils savent, ils connaissent exactement le poids que nous représentons sur le plan politique, économique et social. Ils savent l'apport que la diaspora fait au Togo, surtout dans les années où il y a eu, quel est le terme là, de l'Union européenne, les sanctions. Donc c'est la diaspora togolaise qui a quand même maintenu l'économie togolaise au niveau à flot jusqu'à ce jour. Donc moi je pense que les autorités togolaises, M. Faure Gnassingbé compris, n'ont pas la volonté politique pour donner à la diaspora togolaise la place qu'il faut. Lors de la signature de l'accord politique global à Ouagadougou, il était bien inscrit dans les textes qu'il devait donner à la diaspora la place qui est sienne, participer aux discussions. Non, il n'en est rien. On a discuté avec le Premier ministre, les ministres et tout genre. Il n'y a aucun sérieux de la part des autorités. Donc, c'est à nous, à notre niveau des associations de la diaspora, de nous remettre en question, de nous présenter comme un seul homme, et effectivement de constituer une sorte de poids politique nécessaire pour pouvoir faire fléchir les autorités togolaises. Sinon, ils sont au courant, ils savent le poids que nous représentons, mais ils ne veulent pas
C'est pas qu'ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas nous accorder notre place et ils ne veulent pas mettre en place les conditions nécessaires pour que, effectivement, les gens qui ont envie d'aller investir le fassent. Comme l'a dit René, il faut que la diaspora se présente en bloc, comme un seul homme, écarté de toutes nos divisions, de toutes nos petits micmacs. Mais il faut pas oublier les réalités du pays. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Voici 15 ans qu'au Togo, on n'a pas de code de l'investissement. Le code de l'investissement au Togo a été suspendu en 1996. Donc il n'y a pas réellement, à proprement parler, un cadre juridique qui vraiment réglemente le milieu des affaires au Togo. Certes, en début d'année 2011, il y a un projet de loi qui a été voté, enfin, qui a été approuvé par le Conseil des ministres pour remettre à jour, toiletter, je veux dire, le code des investissements au Togo pour que le milieu des affaires puisse vraiment redécoller. Mais c'est symptomatique de ce qui se passe vraiment au Togo, dans la mesure où il n'y a pas réellement d'incitation à ce que la diaspora puisse venir vraiment jouer son rôle. Maintenant, il y a quand même eu quelques petites avancées qui ont été faites. Le code des impôts a été simplifié, le code du travail en cours de réaménagement, ainsi de suite. Bon, on espère vraiment que les choses vont aller dans le bon sens et que aussi les problèmes de gouvernance seront résolus. Vous l'avez dit vous-même, monsieur Sougou, le système des bras longs, le favoritisme est un sport national au Togo. On ne va pas le nier. Donc il ne faudrait pas que ces pratiques puissent continuer à exister chez nous pour ne pas décourager les gens qui ont vraiment la volonté d'aller s'installer au Togo, d'y vivre, parce qu'avant tout c'est notre pays. Donc comme l'a dit l'autre, la santé, l'éducation, ce ne sont pas des secteurs qui roulent fort au Togo. Chaque fois que le Premier ministre du Togo arrive, il rencontre les associations, la diaspora, tout ça, eh bien, il a tous les éléments. On lui dit tout le temps la même chose. Il est encore là, je pense, il est en Belgique actuellement, il va venir ici, on va encore lui chanter les mêmes chansons, tout ça. Il va partir ton temps, on va faire ceci, mais il va rien faire. Moi-même, j'étais à Lomé l'année dernière en janvier, je l'ai rencontré, on a parlé, on lui a fourni tous les documents, on va faire quelque chose, il se passe rien. Donc ça veut dire que depuis 2005 qu'ils sont là et qu'ils nous disent oui, on va faire quelque chose pour vous, mais qu'il se passe rien. Dites-moi s'il y a une volonté politique derrière. Donc la question que nous devons nous poser, c'est de savoir pourquoi. C'est le problème de notre division et de nous remettre en cause, c'est tout. Mais les autorités togolaises ont tous les éléments, ils savent ce qu'ils doivent faire, ils ne le font pas. Pourquoi? Il ne faut pas toujours attendre des autorités, il ne faut pas toujours attendre du gouvernement. Vous comprenez? Ne demande pas ce que ton pays peut te faire, mais demande-toi ce que toi tu peux amener à ton pays. Donc à ce moment-là, si c'est facile, non, je suis désolé. Quand je discute avec plein de gens de la diaspora, vous pouvez me dire que c'est facile aujourd'hui. Mais est-ce que vous y amenez la conviction? Quand on a la conviction, de dire aujourd'hui, je veux aider mon pays, nonobstant les blocages qu'il y a, et que si je me donne les moyens, je vais y arriver. Il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui le font. Mais c'est-à-dire que moi, je ne vois pas ça au niveau individuel. Moi, je veux que ce soit en bloc. C'est-à-dire que je veux que ce soit une armée qui se lève et qui avance vers le pays et dire que voilà, nous sommes arrivés, nous voulons faire changer les choses. Nous avons une nouvelle vision de la chose politique, des choses économiques. Et voilà. Il faut qu'on ait cette conviction. Il faut qu'on arrête de se plaindre à chaque fois. Mais on se plaint pas. On se plaint pas. On se plaint pas, Rodney. On se plaint pas. Mais moi, je n'ai aucun blocage. Hein. J'ai d'ailleurs dit à un ami, moi, quand je rentre à Lomé, que je n'arrive pas à trouver du boulot, je vais faire du Zémidjan. Ma femme a rigolé. Il me dit, mais avec Zémidjan, qu'est-ce que tu vas nous faire? Je dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de faire ce qu'on peut faire? Moi, je dis, ils peuvent. C'est qu'ils ne veulent pas. Tiens, le droit de vote. Vous savez combien on est? Tu viens de donner des chiffres. Le droit de vote. Est-ce qu'on a besoin? La diaspora béninoise vote. Sénégalaise, les Camerounais. C'est un point que nous allons aborder. Merci, monsieur Serouge. Non, mais René, tout ce que je peux dire, c'est quand il y a une institution qui est dédiée au problème de la diaspora, elle facilite les démarches. L'exemple que moi je peux donner, si tu arrives à l'aéroport de Bamako, tu trouveras diaspora, un truc qui est dédié aux Maliens de l'extérieur pour leurs formalités. Quand tu vas au Mali, il y a un ministère de la diaspora qui est dédié aux Maliens de l'extérieur. Donc ça facilite les démarches. C'est pas que nous sommes dans une politique de plainte, de dire on veut ci, on veut ça, mais
le poids que nous représentons demande quand même à ce que les autorités togolaises fassent preuve d'un peu plus de sérieux à notre endroit. Mais mettez les deux au milieu. Oui, justement, c'est à nous de le faire. Mais ça ne veut pas dire que nous voulons nous plaindre pour rien. C'est que nous avons besoin quand même d'un sérieux de leur part. Parce que si on veut les prendre comme partenaires, dans la démarche dans laquelle nous sommes, s'ils veulent être des partenaires, on attend d'un partenaire quand même un certain sérieux. Donc depuis 2005, on a évalué ce sérieux. Je suis désolé de le dire, mais il est médiocre. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils ne se prennent pas au sérieux et qu'ils ne prennent pas notre démarche au sérieux. Ils ne nous prennent pas simplement Donc au sérieux. à nous maintenant de constituer, comme tu l'as dit, de nous constituer en bloc vraiment et de travailler sur ça et de nous présenter après autrement. Mais je ne crois pas que les autorités togolaises aient le sérieux nécessaire pour le moment. Au sein de la diaspora, on sent toujours ce clivage où les gens n'arrivent pas à travailler ensemble et arriver à transcender le fait d'appartenir à un parti pour travailler ensemble, ne serait-ce que sur des projets qui ne sont pas politiques, qui sont économiques. Comment est-ce que nous allons faire pour pouvoir travailler ensemble, même que nous soyons de l'UFC, que nous soyons de l'ANC, que nous soyons du FPT, parce que le Togolais ramène toujours tout à la politique. Si, même dans une association, quand les gens veulent aller travailler, ils veulent monter même une école, à un moment donné, il y a un clivage parce qu'il y a eu tel ou tel. Maintenant, ma question c'est comment est-ce que nous allons pouvoir faire pour pouvoir transcender ces clivages-là et travailler ensemble? Moi, je pense que si, au niveau de la diaspora, nous arrivons à comprendre ce que ça veut dire intérêt supérieur de la nation, nous pourrons y arriver. Parce que, comme nous le savons tous, les clivages naissent pour des raisons souvent futiles et qui nous empêchent de travailler ensemble. Donc, moi, la réponse que je peux donner, c'est que nous arrivions à comprendre ce que ça veut dire intérêt supérieur de la nation. C'est-à-dire que dans l'intérêt de la nation togolaise, de pouvoir laisser tomber ces choses-là et de travailler sur des sujets, sur des projets concrets qui puissent améliorer le quotidien du Togolais. Si nous arrivons à le faire, je pense que nous irons loin. C'est tout ce que moi je peux dire. Moi, je peux vous dire que on arrive déjà à se retrouver et à jouer au foot ensemble, n'est-ce pas, mon ami? Ben écoutez, c'est vrai, on se retrouve autour d'un ballon, on joue ensemble les dimanches. On fait des actions, on regroupe les enfants. Tiens, monsieur l'homme, n'est-ce pas? Donc, on arrive quand même à se regrouper. Mais vous savez, plus on avance, à un moment donné, le clivage arrive. Mais pourquoi? Parce que je pense que les autorités qui sont en place, l'ambassadeur par exemple, n'arrive pas à dire que c'est un homme d'État. Il se positionne comme un homme de parti. Vous savez, quand un homme est un homme, quand il se lève, quand c'est bien, il dit c'est bien. Quand ce n'est pas bien, il dit c'est pas bien. Quand on aura ce genre d'ambassadeur togolais en France, qui va aller vers tout le monde. Quand c'est bon, il dit. Quand c'est mauvais, il dit. Je pense que on pourra fêter un 27 avril ensemble. Ensemble, organisé par l'ambassade du Togo. Parce que il n'y aura pas de récupération politique. On se retrouverait là-bas comme Togolais. Tout le monde va abandonner sa carapace de UFC, RPT, tout ça là. D'ailleurs, c'est une fête nationale. Pourquoi est-ce que l'ambassadeur de France au Togo n'arrive pas à nous faire une fête ben écoutez, autant pour moi, L'ambassadeur, on a un nouvel ambassadeur depuis peu, donc... Oui, mais c'est vrai, moi j'en ai dit... L'ambassadeur en général. Moi, c'est mon ami, l'attaché culturel, monsieur Hopagboli, je lui fais un coucou d'ailleurs. On en a parlé, pas parce que je sais qu'il est RPT, mais moi je m'en fous. Je voudrais qu'on se retrouve autour du 27 avril. Tiens, ça pourrait être le point de départ même de ce qu'on appelle la réconciliation. Il y a un problème au Togo, moi je vais vous dire, c'est la vérité. Quand on va se regarder dans les yeux, on va se dire les choses. On dit, pas seulement les dire comme on va le dire au dialogue, mais on dit, ben écoutez, on prend un nouveau départ, on avance ensemble. Je pense que ça va se faire naturellement. Parce que dans chaque famille au Togo, il y a quelqu'un du RPT. Dans chaque famille au Togo, il y a quelqu'un de l'UFC. Même s'il n'est pas de l'UFC, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec quelque chose. Il faudrait à un moment donné qu'on arrive à s'asseoir, à se dire, bon tiens, on fait le bilan de tout ce qui s'est passé. Et nous, Yaming Baledio. Le Togo, c'est une maison. Il n'y aura pas un seul enfant, fils aîné, Benjamin, qui va, parce qu'il est costaud que l'autre, va se dire, moi, c'est comme ça que je voudrais. Il faudrait qu'on arrive à parler ensemble,
à trouver un consensus et avancer. Pas seulement parler pour parler, comme on dialogue. Vous comprenez, monsieur Sow? On a aussi l'impression quand même qu'au Togo, on peut reprocher au RPT tout ce qu'on veut reprocher au RPT parce qu'ils sont au pouvoir et ils veulent y rester. Ça, c'est une réalité, personne ne va le contester. Mais on a aussi l'impression que ce jeu du RPT de rester au pouvoir bénéficie ou justifie pour certains le fait de s'opposer systématiquement à tout ce qu'on propose. Je peux rebondir dessus. Je peux rebondir dessus. Juste quelques secondes, je donne la parole. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, il n'y a pas de demi-justice, il n'y a pas de demi-dictature. La justice, elle est juste, ou soit elle est fausse. D'accord, ça on l'a compris. Merci monsieur Mabé, on va donner la parole. Écoutez, moi je pense que le problème au Togo, comme l'a dit Elliot, c'est la vérité. Ça c'est un. Et de deux, monsieur Sow a employé un mot que j'aime beaucoup, c'est la transcendance. Nous sommes aujourd'hui arrivés à un niveau de notre pays où ce n'est plus une affaire de parti politique. C'est une affaire de tous les Togolais qui doivent se retrouver pour parler. Maintenant, au début nous avons parlé du dialogue. Il y en a eu beaucoup au Togo. Mais très peu, pour ne pas dire pas du tout, on va apporter leurs fruits. Parce que parfois c'est le RPT qui ne respecte pas, je vais dire même très souvent, et parfois c'est l'opposition aussi. Je me rappelle en 2006, après la PG, l'UFC a été le premier à ne pas respecter les accords, en refusant d'aller au gouvernement, parce que parce que la primature ne leur avait pas été accordée. Alors qu'il était écrit. Dans les accords, il était prévu que la primature aille à l'UFC. Pas du tout. Ce n'était pas écrit noir sur blanc. Je vous répondrai. Mais alors, je ne sais pas pourquoi est-ce que l'UFC s'attendait à ce que la primature revienne. Je ne sais pas, je ne suis pas dans l'état-major de l'UFC. Mais ce que je veux dire, c'est que il était écrit au moins noir sur blanc que tous les partis politiques se retrouvaient autour d'un gouvernement pour organiser les élections à venir. Donc ça fait partie des choses qui ont fait que les élections de 2010 ont été en quelque sorte compliquées. Parce que l'UFC étant quand même un grand parti politique, serait le gouvernement aurait pris le RPT au coup. Le RPT n'aurait pas fait un peu n'importe quoi, je veux dire, entre griffes. Donc je pense qu'il faut quand même que tout le monde commence à être sérieux, que tout le monde pose la balle au centre, qu'on se mette à parler entre quatre yeux, qu'on se dise la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Parce que notre histoire est lourde. Il faut le reconnaître et il faut arriver à solder ce passé pour s'en servir, pour tourner un regard confiant vers l'avenir. C'est le défi aujourd'hui qui nous concerne tous et ce n'est pas une question de parti politique, c'est une question d'avenir.